Alors, salut, comment vas-tu? Salut, ça va? Ça va? Très bien. Euh, quel est tu m'as dit que tu avais entendu une émission intéressante aujourd'hui. Ouais, ouais, j'ai écouté, j'étais dans le train en rentrant de Toulouse et je captais très mal sur mon ordinateur, en revanche j'arrivais à capter sur mon téléphone, j'ai écouté une des dernières émissions de Daniel Finkielkraut sur France Culture, sa fameuse émission Réplique. Et Mhm. dans cette émission, on la mettra en lien, il interroge Pierre Brochand, l'ancien directeur de la DGSE, donc de l'espionnage français, Oui. ambassadeur de France, et l'actuel directeur de l'Office français des migrations, donc celui qui est chargé de diriger enfin, de piloter les, les ordres qu'on lui donne sur la politique migratoire de la France, donc les réfugiés, les naturalisations, enfin toutes ces choses-là. Mhm. Et c'est vraiment flippant. Tu veux dire les volumes les arrivées, c'est ça? Les chiffres, c'est 400 000 étrangers par an en France en ce moment, en incluant dedans les Ah oui. étudiants. Alors, il y a 90 000 au titre de la. Il y a 100 000 étudiants environ, 90 000 au titre du regroupement familial. Euh, et puis les autres, il y a il y a des demandeurs d'asile en plus. Euh, Enfin, c'est ahurissant. Et tous les deux disent que c'est absolument inouï dans l'histoire de France. Mhm. Jamais comme ça, c'est incontrôlé, ni par les politiques, ni par l'économique, et c'est uniquement les juges. C'est les juges qui pilotent ça, qui dirigent ça. Ah oui. Euh, 40% des naissances aujourd'hui sont des étrangers, sont des enfants d'étrangers nés à l'étranger. Tu veux dire, T'imagines 40%? ouais. 40%. Ouais. C'est considérable. Et à moins enfin, à moins d'un renversement gigantesque de la politique migratoire française, un peu comme ont fait les Danois. Ils citent beaucoup ce que les Ah oui. sociodémocrates ont fait au Danemark. Les sociodémocrates au Danemark ont renversé ont quasiment fermé, à part pour le droit d'asile, mais avec des conditions très strictes, l'immigration dans leur pays. Et pour sauver l'État-providence. C'est les sociodémocrates qui ont fait ça. Ah oui, d'accord. Et les invités de Finkielkraut soulignent tous les deux les pressions considérables que ces rythmes d'immigration en France font peser sur les services publics. En fait, Ouais. il lie même la dégradation des services publics ou l'insatisfaction que les services publics provoquent chez les Français Ouais. aux quantités d'immigrés qui arrivent. Il dit que 50% des Algériens, des gens Mhm. des nationalités algériennes qui vivent en France, qui ont des permis de séjour, vivent dans des HLM. Le taux de chômage est 4 fois supérieur chez ces étrangers vivant en France que chez les Français autochtones. Euh, et alors il compare aussi avec l'Allemagne. Il dit là en Allemagne, en fait, il y a une très forte immigration, mais ce sont des Polonais, des Russes, des Européens de l'Est qui viennent de pays qui ont des systèmes éducatifs plutôt sophistiqués. Donc c'est de l'immigration de personnes éduquées. Alors que Oui. la France, et ça c'est l'OCDE qui le souligne, hein, c'est que l'immigration en France est une immigration de pays extra-européens, en particulier d'Afrique subsaharienne, Oui. d'Afrique du Nord aussi, qui sont des populations de pays qui sont très, très peu, qui n'ont pas de structure éducative solide, qui n'ont pas de formation professionnelle solide. Tu vois, il y a 40 000 Marocains chaque année qui viennent étudier en France. Et la plupart ne repartent pas parce qu'en fait les formations qu'ils reçoivent ici leur donnent des salaires, leur donnent accès à des salaires qui sont bien plus élevés en France qu'au Maroc, parce qu'en Maroc ils ne seraient pas employables pour ça. Les médecins, par exemple, en particulier. Les pays d'Afrique hein, Oui. ont gueulé récemment parce que la France faisait un appel ouvert à l'installation de médecins africains en France, Mhm. médecins d'origine africaine, donc privant d'autant les pays africains médecins, de bons médecins. Ce qui est d'ailleurs la même chose en Allemagne, non? Avec la Pologne et d'autres pays. Oui, 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 c'est ça. Ouais.
mais surtout avec une culture en France qui est, enfin, des cultures qui sont très étrangères aux populations d'origine française. Ce qui n'est pas le cas en Allemagne lorsque tu as des Polonais et des Russes. Les Polonais et les Russes sont un peu différents des Allemands, bien sûr, et puis ils doivent avoir du mal à s'installer en Allemagne. Enfin, c'est quand même pas, non, c'est quand même plus prometteur que l'Afrique subsaharienne ou même l'Afrique du Nord. Ils ont cité une étude de l'OCDE sur le coût de l'immigration en France, mais c'est en faisant le rapport entre les, les cotisations en impôts et en cotisations sociales des populations immigrées au bout de 2 générations par rapport au coût au coût, Hmm. à la charge fiscale et sociale que représentent leurs grands-parents puis leurs parents. Et le déficit est de près de 50 milliards d'euros par an. 50 milliards. La réforme des retraites, c'est 15 milliards actuelle. Ouais, Donc d'accord. il faut mettre les choses en perspective. Le coût de l'immigration est insensé. Insensé. Et le coût financier et puis le coût social aussi. Et leurs prévisions sont terrifiantes. C'est le Liban qui arrive là. C'est dès que la population, dès qu'il y aura eu plus de 50%, donc disons dans 2 ou 3 générations, la France, il y aura 50% des habitants de la France, je n'ose pas dire français, qui seront d'origine musulmane. Vu les taux de natalité en France des Mhm. Français de souche aujourd'hui. Et à ce moment-là, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est ahurissant, vraiment ahurissant. Et c'est France Culture, c'est Alain Finkielkraut, une personnalité de gauche. C'est pas un obscur youtubeur Hmm. d'extrême droite qui raconte ça. C'est l'ancien directeur de la DGSE, ambassadeur de France, l'actuel directeur de l'Office français des migrations, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'OFI, enfin un truc comme ça. Donc Et pas des c'est ce petits. que j'allais te demander, c'est d'ailleurs étonnant que quelqu'un qui tient ce poste aujourd'hui soit autorisé à dire des choses comme ça, parce que je suppose que Alors, ça il doit fait pas, déranger. il s'exprime. Alors attention, il s'exprime pas politiquement. C'est un fonctionnaire. Il a des désaccords avec Brochant. Brochant, il tient des discours dingues. Enfin vraiment, des discours, les discours d'alerte d'un Jean-Marie Le Pen ou d'un Enoch Powell en Ouais. Angleterre dans les années 70 et 80 sur l'immigration. Et à l'époque, ça n'avait rien à voir. Les volumes, les flux migratoires n'étaient infimes par rapport à ce qui s'est passé maintenant. En 75, tu avais surtout Ouais. des Italiens et des Espagnols qui venaient en France. Aujourd'hui, c'est de l'Afrique subsaharienne principalement, avec une concentration en Île-de-France. Euh, j'invite ceux qui nous entendront à aller écouter ces 45 minutes ou 50 minutes d'émission là, parce que il y a un état des choses qui est posé, des réalités, des chiffres sur lesquels ils sont tous les deux, tous les trois, d'accord, enfin tous les deux. Finkielkraut fait l'animateur. Euh, c'est vraiment inquiétant, vraiment inquiétant. Parce que la France n'est plus la France, quoi. C'est certain. C'est quasiment irréversible. Alors, cela dit, il est arrivé dans l'histoire. Parlons par exemple de ce qui est arrivé en 62 en Algérie, que des populations entières qui étaient installées parfois depuis 100, 120 ans euh, quittent un pays en masse, en quelques semaines. Ouais. Euh, c'est un, ça peut arriver. Ou alors, on peut supposer qu'un développement, par exemple, des pays africains provoque un retour des populations africaines dans leur pays parce qu'ils auront de meilleures perspectives qu'en France. Parce que l'économie française sera celle d'un pays vieillissant. Alors ça c'est un autre point, d'ailleurs c'est un autre point que j'ai entendu la semaine dernière. C'est une vidéo de Jordan Peterson sur l'effondrement Ouais. démographique. Et puis je me suis renseigné sur le truc et j'ai même entendu encore d'autres prévisions sur les. Tu sais, aujourd'hui on est 7 ou 8 milliards d'habitants, je ne sais plus exactement. Ouais, 8. Ouais. 8, ouais, les dernières prévisions de l'ONU donc de 2021 indiquent qu'en 2050 on sera presque à 11 millions. Il va y avoir un Milliards? plateau, milliards pardon, il va y avoir un plateau
et qu'à partir de 2100, ça va commencer à baisser doucement. Ah oui. Les Comment- chiffres Ouais. de la fécondité se sont effondrés depuis ces 2 ans, hein. Tu vois, par Ouais. exemple, au Mali, je crois, il y a, il y a encore 10 ans, je crois, le taux de natalité était de 7 enfants par femme. Aujourd'hui, c'est 4. Ah oui, c'est C'est-à-dire énorme. qu'il y a il y a Ça une baisse. réduction considérable de la natalité, même dans ces pays africains. Ah, Plus chez nous, un effondrement démographique, un effondrement des naissances depuis la fin du Covid, qui est très marqué. Et les hypothèses, il y a d'autres gars qui posent sur les hypothèses plus récentes à partir de ces chiffres, c'est une diminution de 20%, 20 à 25% de la population mondiale d'ici 2100. ouais. Ouais. Tu sais, c'est Ça, Elon moi, Musk, hein. franchement, ça m'étonnerait pas, hein. Elon Musk dit que le grand danger, il avait tweeté ça ou il en avait parlé il y a pas longtemps. Il dit le grand danger aujourd'hui, c'est pas le réchauffement climatique, c'est même pas la surpopulation, ça va être la dépopulation. Parce que Mhm. quand il y a un effondrement démographique, il y a d'abord beaucoup plus de personnes âgées à soutenir, qui ont une productivité aussi plus faible. Mhm. Il y a un dynamisme qui diminue. Il y a des parties entières de pays, des villes qui disparaissent. D'abord des villages et puis des villes qui se dépeuplent, qui sont abandonnées. Et un niveau de vie qui s'effondre. En fait, c'est très inquiétant la baisse de la natalité. Euh, donc, bref, je reviens aux histoires de Surtout, pays enfin, africains. ouais, et contrairement à ce qu'expliquent les Malthusiens, en fait, qui expliquent que justement, s'il y avait moins de naissances, on aurait plus de place, etc., que la surnatalité enfin, la surpopulation va détruire la planète. Je me souviens dans mes études d'avoir lu un livre, on nous faisait lire à Sciences Po un ouvrage très célèbre sur les causes des Trente Glorieuses, une étude d'économistes qui Oui. analysait les raisons pour lesquelles il y avait une telle croissance de 1945 à 75. Et il passait en revue tous les critères, toutes les causes, la productivité, la croissance, enfin, le progrès technologique. Et en fait, ils écartaient toutes ces théories. Il en restait une seule, c'était la croissance démographique. La raison pour laquelle la France a connu une telle croissance après la Seconde Guerre mondiale et pendant 30 ans environ, c'était la croissance démographique. Alors évidemment, la croissance démographique ne suffit pas, parce que sinon le Mali serait un pays extrêmement prospère. Il faut derrière ça un système d'éducation, il faut des lois également, tout un système juridique qui permet à cette population, à cet accroissement de population, d'être formée, d'être intégrée culturellement, juridiquement, et donc de donner, de contribuer à une augmentation du niveau de vie. Ça ne fait pas le bonheur, hein. On l'a bien vu depuis 60 ans. S'il faut parler de ça, s'il faut parler d'un maintien du niveau de vie, d'une augmentation du niveau de vie, c'est à la croissance démographique qu'on le doit. Et donc, Mm. inversement, s'il y a un effondrement des populations, du nombre d'habitants dans nos pays, la Chine, on n'a pas idée. La Chine, moi je dis toujours, la Chine sera pauvre avant d'être, sera vieille avant d'être riche. N'aura pas le temps d'être riche. Je crois que la population active de la Chine va baisser de 250 à 300 millions. La population active, hein, donc des gens en âge de travailler, de 300 millions d'ici 2050. Mm. Ils sont 1 milliard, hein. Donc ils sont 1 milliard 3, je crois aujourd'hui, 1 milliard 2, 1 milliard 3. Dans les prévisions de population que je citais tout à l'heure, hein, de diminution de 20 à 25%, la population de la Chine en 2100, ça sera 700 millions d'habitants. Je crois que le Nigeria sera plus peuplé que la Chine en 2100. Les bouleversements on n'a pas idée de ce que nous allons voir de notre vivant, hein. On va le voir quand on sera vieux, nous, hein. Et de ce que nos enfants vont voir, les Mm. conséquences de cette. Alors, une chose que je me figure pas très bien, c'est l'effet de l'arrivée des robots, de la robotisation sur la croissance économique. Est-ce que on va pas réussir à augmenter la productivité, mais alors de façon considérable, parce qu'il faut vraiment augmenter la productivité de façon gigantesque. Je crois qu'on l'a jamais fait. Si on veut maintenir un niveau de vie avec des populations aussi vieilles à soutenir, à faire vivre, qui ne pourront plus travailler.
Et donc les débats actuels sur l'âge de la retraite en France, vraiment, Ouais, c'est ridicule, quoi. c'est C'est un des détail. débats, ça n'a aucune importance, quoi. Aucune importance. Je parle même pas des débats autour de l'intelligence, enfin du chat GPT ou de ces choses-là qui font mousser en ce moment les discussions. Mais, euh, mais là, la démographie. Et autre chose intéressante dans la vidéo de Peterson, c'est que il commente les effets des populations, des politiques natalistes. Et ils sont, ils citent en particulier la politique en Hongrie, où par Ouais. exemple, je crois à partir de 3 enfants, t'es dispensé d'impôt sur le revenu à vie, quelque chose comme ça. Mais en fait, même là-bas, ces politiques maintiennent, limitent le recul, disons. Ne permettent pas une croissance de la population, mais ralentissent. C'est un peu tôt pour le savoir en Hongrie, mais bon, disons, on commence à avoir déjà des signes. Ça ralentit la baisse de la population. Ça limite la baisse de la natalité un petit peu, mais ça l'augmente pas. Donc même les populations, les politiques natalistes assez agressives ne sont pas capables d'enrayer la chute de la démographie. C'est intéressant. Ça, c'est un sujet, hein. Ouais. Ça, c'est un sujet. La, la Pologne aussi a mis en place une politique d'incitation il y a 5 ans, je crois. Et ça s'appelle 500 plus. C'est-à-dire que pour chaque enfant, on reçoit 500 zloty par mois. Donc aujourd'hui, l'équivalent de 150 balles. Et C'est quoi le maintenant, salaire? 100 balles. Pour avoir une idée, c'est quoi par rapport à un salaire Alors ça devient une question polonais? compliquée parce qu'il y a eu une telle inflation ces derniers temps qui s'est pas vraiment traduit par par un effet de change que en réalité ça a pas mal augmenté. Mais je dirais que entre 800 et 1000 euros c'est peut-être un Ok, salaire moyen. Ouais. d'accord. Donc c'est Donc 15% de salaire. ouais, et Non, en 500, fait 500 zloty, c'est 15% du salaire, quoi. ouais, c'est pas énorme en fait, hein. Enfin, allez, il y a 5 ans, c'était peut-être on pouvait faire quelque chose avec 500 zloty, mais c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'énorme inflation qu'il y a là-bas, c'est pas si énorme. J'ai pas vraiment étudié la question de façon scientifique, mais mon impression sur l'effet de cette mesure-là, ça a été de faire sortir beaucoup de Polonais, notamment pauvres, du marché du travail et de créer un appel d'air pour notamment des Ukrainiens. Et je parle déjà il y a quelques années, en fait, avec déjà en 2016, ça a commencé. Et donc, en réalité, l'effet, c'est un peu, je crois, le même que ce qu'il y a eu en France juste après la guerre d'Algérie et avant qu'il y ait eu que la France fasse venir énormément d'Algériens. Si j'ai bien compris, il y a eu pas mal de politiques de justement de prestations sociales qui ont fait D'allocation sortir familiale. ouais, qui ont fait sortir beaucoup de Français des Français d'ici du marché du travail et qui a créé une pénurie qui a fait qu'ensuite les chefs d'entreprise ont demandé à la France d'autoriser les étrangers à venir et puis tout ça s'est enchaîné. Donc en fait, c'est vrai que c'est pas facile, c'est de prendre la bonne de faire une mesure qui va être efficace. Est-ce que tu connais des pays qui aujourd'hui ont une forte politique nataliste en dehors de la Hongrie ou de la Pologne Non. et, Je qui me souviens qu'il y a une fonctionnent dizaine d'années, la Suède, il y a une dizaine d'années, la Suède avait, enfin, j'avais lu un truc, avait remonté pas mal son taux de natalité avec des politiques natalistes, soi-disant. Mais j'en ai pas, je crois aujourd'hui, elle a surtout augmenté sa natalité avec une immigration délirante. Ouais, ça c'est clair. Mais non, il n'y a pas j'ai pas d'exemple à part la Hongrie. Justement, dans cette vidéo, il cite la Hongrie, il cite la Pologne aussi, puisque tu l'as fait aussi, j'avais oublié, mais pas d'autres pays, Ouais. hein. Parce que les politiques alors en Suède, je sais pas, mais en Norvège en tout cas, enfin, ça doit être assez semblable, on va dire, de, comment dire, à la fois de congé maternité, mais aussi de congé éducation. Ah oui, parce que je vais pas parler de ça aussi. Il y a la même chose en Pologne. Ils ont un congé maternité qui, je crois, dure 1 an, et ensuite on peut avoir un congé d'éducation, éducationnel, je sais pas comment le dire,
qui permet aussi en fait aux femmes d'interrompre, de ne plus travailler mais de rester payées pendant des années. Et en Suède, en Norvège, j'ai discuté avec une Norvégienne dernièrement, et c'est aussi hallucinant en fait, hein. Que ce soit pour les congés pour les pères, mais pour les mères aussi, c'est incroyable la durée et puis à quel point le système facilite la vie des jeunes parents. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'en Norvège ça ait un effet incroyable sur la Il faudrait natalité, comparer. hein. Regarde en France. En France, on a un système de garde d'enfants qui est très favorable, qui n'existe pas en Angleterre, par exemple. Faire garder des enfants en Angleterre, c'est très cher. Ben, Mhm. je crois qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup plus de la natalité des populations d'origine, française ou anglaise, n'est pas plus élevée, enfin, elle n'est pas plus élevée en France qu'en Angleterre. Euh, En Allemagne, il y a une. Alors ensuite, on pourrait parler du côté culturel. On va dire oui, pour avoir des enfants, il faut qu'il y ait une pression culturelle. Il faut que. En Allemagne, il y a précisément cette pression culturelle. Il y a une expression en allemand pour désigner les mères qui travaillent. Ça s'appelle Rabenmutter, donc les mères corbeaux. Une Rabenmutter, c'est une femme qui renonce à rester à la maison pour s'occuper de ses enfants et qui préfère aller travailler. Et donc il y a cette expression qui les Qui stigmatise, stigmatise, ouais. qui se moque d'elle, qui les désapprouve. Bah, la natalité des Allemandes, je crois qu'elle est pire que celle des, des Françaises de Ouais, souche. c'est clair. Euh, et donc, voilà, ça donne une indication sur tu vois, la politique nataliste ne suffit pas. La culture de désapprobation du travail des femmes, parce qu'évidemment, les femmes qui travaillent, c'est les femmes qui ont moins d'enfants, hein, c'est certain. Euh, ah oui, Il y a alors aussi, l'autre. Vas-y. ouais, il y a aussi en Allemagne comme culture, et je le vois aussi en Suisse, le fait d'avoir des horaires d'école qui sont très particuliers, c'est-à-dire raccourcis avec un après-midi enfin une école qui se termine très tôt et qui soit oblige à mettre des enfants dans des garderies, dans des centres aérés ou enfin voilà, il y a différentes manières de les appeler et donc de payer en plus. Ce qui coûte cher, évidemment, soit qui empêche de travailler, parce il faut s'en occuper, il faut venir les chercher plus tôt. Et ça, je trouve que, peut-être par rapport à la France, c'est aussi encore un encouragement à la natalité. Oui. Alors ensuite, il y a l'autre phénomène qui est décrit toujours dans la vidéo de Peterson, qui est la vidéo s'appelle Involuntary Childlessness, donc le fait de ne pas Mhm. avoir d'enfant involontairement. Et là, il cite une statistique qui est terrible, c'est que là, aujourd'hui, les femmes dans nos pays, elles ont leur premier enfant à 28 ou 29 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et à 30 ans, la moitié des femmes n'a pas d'enfant aujourd'hui. Et parmi celles qui n'ont pas d'enfants, la moitié n'aura pas d'enfants du tout et de façon involontaire. C'est-à-dire que leur fécondité, soit leur fécondité s'est complètement effondrée, soit elles ne trouveront pas de géniteur. Et Mhm. c'est ça qui explique, enfin pardon, ça n'explique pas, mais c'est une remontée d'un échelon aux raisons pour lesquelles la natalité s'effondre aujourd'hui. C'est que les jeunes femmes ne font plus d'enfants. Et alors, dans la vidéo, à un moment, dans l'interview, l'invité a une suggestion, juste en passant comme ça, intéressante. Il dit, mais on devrait s'arranger, permettre, encourager les jeunes femmes, 18, 20, 18, 20 ans, à faire des enfants d'abord, et ensuite à aller étudier et avoir une carrière professionnelle. Parce que c'est évidemment à 18-20 ans qu'elles ont la fécondité la plus élevée. Et si elles veulent avoir des enfants, qu'elles le fassent à ce moment-là, parce que ça sera le moins fatigant pour elles. Elles auront réalisé des rêves de toute femme, quasiment, enfin de 95. Ici, tu as une statistique hein, sur les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, c'est rien du tout. Hein, c'est entre 5 et 8% réellement hein, dans leur vie, tu vois, pas celles qui à 20 ans disent ah je veux pas avoir 25 ans, j'aurai jamais d'enfant, Oui. puis qui à 30 ans changent complètement d'avis et deviennent folles parce qu'elles n'arrivent plus à en avoir. Euh, et donc j'ai trouvé que cette idée était intéressante parce qu'elle est très pratique. Et c'est également elle est très provocante parce c'est pas du tout ce qu'on apprend à nos filles aujourd'hui.
Les mensonges qu'on transmet à nos filles dans notre société aujourd'hui, le mensonge qui est ta carrière avant tout, tu verras les enfants, tu pourras le faire plus tard, c'est ça le mensonge principal. Ce qui est faux, parce que biologiquement, elles n'y arriveront pas. Enfin, euh, si elles n'ont pas d'enfants à 30 ans, elles ont une chance sur deux de ne pas en avoir du tout, ce qui est énorme. Parce qu'en plus, les congélations d'ovocytes, c'est de la blague, la FIV, ça marche très mal. La fécondation in vitro, même dans un couple, ça échoue, ça marche une fois sur trois, je crois. Donc les promesses de la médecine, c'est de la blague aussi. Et donc cette façon très provocante Bah, et en même temps très c'est-à-dire que, pratique, oui, et c'est j'ai trouvé ça provoquant, intéressant. mais ouais, moi je trouve ça intéressant, mais ça résout pas vraiment le problème du choix du conjoint, en fait. Parce que, euh, Non, mais en fait, c'est pas une question de choix de conjoint, parce que les hommes aussi veulent avoir des enfants. Le problème, c'est l'âge auquel les femmes font des enfants, et qui mécaniquement provoque la baisse de la fécondité. euh, Pour moi, enfin, ce que j'ai retenu de cette interview, hein. C'est oui, ça mais non, mais principalement dans je nos parle, pays. pardon, je parle de la solution de dire aux femmes et des enfants à 18 ans, en fait. Pour moi, le problème qui se pose immédiatement, c'est oui, mais avec qui, en fait, à 18 ans, sachant que Ah, il y a plein d'hommes, enfin, les il femmes y à a plein de 18 ans, couples elles déjà regardent les hommes. formés. Les femmes à 18 ans, elles regardent les hommes. Alors déjà, c'est une question d'éducation, évidemment. Il faut qu'elles soient éduquées dans la perspective en leur disant, bah oui, c'est raisonnable d'avoir un enfant à 18 ans. Euh, il faut donner la sagesse également. Donc ça, c'est de la préparation un peu à l'avance. Il ne s'agit pas de les forcer à le faire, hein. C'est pas la servante écarlate, hein. Mais ensuite, le choix du partenaire, bah, attends, un homme de 30 ans, il est parfait. Il- tu sais pourquoi, je leur dis toujours, enfin, tu sais pourquoi est-ce que les hommes regardent les jeunes femmes, sont attirés par les jeunes femmes, pourquoi est-ce qu'ils les regardent? Pourquoi ils se retournent dans la rue involontairement, ou dans le métro, en regardant une jolie jeune femme. Je sais pas, parce qu'ils sentent qu'elle est féconde. Parce qu'elle est Ouais. féconde. Ouais. Parce qu'elle est féconde. Parce qu'elle a tous les symboles et elle envoie elle-même tous les signes de la fécondité. Elle est au sommet de sa fécondité. Quand elle entre dans le sommet de sa fécondité, à 18, 20, entre 18 et 25 ans, 30 Mhm. ans. Et elle envoie d'ailleurs tous les signes. Elle se comporte d'ailleurs comme, comme une femme. Elle envoie des signaux de la façon dont elle s'habille, la façon dont elle se comporte, dont elle rit, dont elle pouffe, dont elle se coiffe. Elle envoie, sans le vouloir ou en le sentant, les signaux de sa disponibilité, enfin sa fécondité, donc son capital sexuel. Mhm. Et donc ensuite, la réponse à ta question, bah, comme il faut, comme les femmes de toute façon sont attirées par des hommes qui sont financièrement plus à l'aise et qui sont plus âgés qu'elles en Ouais. général, une fille de 18 ans, elle fera son affaire d'un homme de 30 ans, et un homme de 30 ans qui est financièrement beaucoup plus à l'aise et capable de soutenir une fille de 18 ans, fera très volontiers son affaire d'une femme qui a 18 ans ou 20 ans. Enfin, peut-être que Ouais, ouais. Si, si, je vois, mais je parle plus en fait de la... disons que ça colle, tu vois. Je suis pas en train de dire que c'est le modèle parfait, mais ça colle avec les théories, avec ce qu'on sait des rapports hommes-femmes, de la séduction qui existe entre les hommes et les femmes. Ça colle avec la biologie. Euh, et puis, euh, et puis, ça fait également la place à l'aspiration de la femme, qui est de vouloir, des femmes aujourd'hui, de vouloir exercer une activité en dehors du foyer, un travail ou une autre activité, ou des études, Mhm. mais un peu plus tard, quand elles auront derrière elles ce, j'allais dire ce devoir, c'est une façon un peu ancienne de parler, mais ce devoir et puis ce désir qu'elles ont au fond d'elles d'avoir des enfants dans leur vie. Euh, Enfin, voilà. Bon. Ouais, C'est non, les non, idées c'est... qui sont évoquées à ce moment-là. Mais bon, ça, de toute façon, ça nécessiterait un changement culturel vraiment profond qu'on voit pas vraiment.
Enfin, Il si, existe, il on l'a existe dans vu un certains peu milieux. sur, oui, non, mais même, enfin, il semble que sur TikTok, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de comptes comme ça. Alors, je sais pas qu'est-ce que ce qu'on appelle les trad wives, les traditional Oui, j'ai vu wives. ça. Alors, je sais pas ce que ça représente comme, est-ce que c'est une tendance naturelle ou bien qui a été poussée par, je sais pas, des associations chrétiennes, etc. Enfin, des groupes qui ont des moyens. Est-ce que c'est réellement quelque chose qui a de l'ampleur ou simplement ça fait parler parce que c'est un peu original? On va voir. Mais enfin, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais j'en ai déjà entendu te parler de ça. Oui. Une anecdote, je veux une parenthèse. Tu sais ce que c'est les Amish, donc ce sont ces populations Ouais. protestantes anti-technologiques qui vivent Anabaptiste, c'est ça? anabaptistes, Ouais. ouais, anabaptistes, qui vivent du côté de la Pennsylvanie aux États-Unis. Ils sont aujourd'hui près de 400 000. Et ils sont même, il y a pas que, hein, il y a les Amish et puis Les vers Ménonites, ouais, les mais Ménonites. Ouais, c'est ça. Les Ménonites, mais ils sont beaucoup moins, enfin, ils sont moins stricts, les Ménonites. Les Amish, Ouais. ils ont un taux de fécondité qui fait que leur population double tous les 20 ans en ce moment. Et donc, il y en a qui ont fait des projections. Ils ont dit, ouais, bah, dans un peu plus de 200 ans, les Amish seront plus nombreux que les Américains aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont plus de 300 millions. Ouais, mais ça va pas. Enfin, ouais, mais le problème c'est qu'ils Non, tu ils vois, ont de la déperdition. Ouais. ils prolongent la courbe. Ouais, D'ailleurs, c'est non, pas une c'est courbe, vrai. là. Enfin, c'est une, oui, c'est une courbe, mais c'est une courbe exponentielle. Une exponentielle. Quand Ouais. Ouais. il double tous les 20 ans. La population double Non, tous mais les 20 ans en c'est ce vrai. moment. Hein. Donc, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a il y a des milieux chez les chrétiens, en France, chez les catholiques traditionnalistes, chez les anglophones, chez les chrétiens, les protestants traditionnels, euh, où où les femmes, où il y a cette transmission de la femme, enfin, cette préparation des femmes à avoir des enfants tôt et nombreux, et où la famille s'organise, et la société, les familles, et cette micro-société s'organise pour le permettre. Donc, évidemment, c'est à toute petite échelle, mais c'est probablement, pour prendre l'exemple des amis, c'est probablement les groupes qui vont s'en sortir. Ouais. Si la natalité chez les catholiques traditionnalistes en France, si le nombre d'enfants moyen est de 4 à 5 enfants, ben ça va être, en quelques générations, ça va être des groupes très importants. Ouais, non, c'est vrai. En une génération, tu vois, les amis, en une génération, ils doublent. Alors, je ne sais plus combien ils ont d'enfants, ils ont peut-être 7, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais ça existe. Et bon, il y a le phénomène un peu à la mode des trad wives hein, qu'on voit sur TikTok, effectivement. Mais mais on le voit autour de nous. Dans les milieux, même pas les milieux catholiques traditionnalistes, hein, les milieux catholiques tout court, pratiquants, ils ont plus d'enfants. Euh, Quand ils le peuvent, évidemment, parce qu'il y a des familles qui ont du mal à en avoir. Mais quand ils le peuvent, ils ont facilement 4, 5 enfants, même aujourd'hui. Et on voit dans les petites écoles où on a nos enfants, c'est comme ça. Ouais. Et puis tous les gens qui ont de l'argent aussi, en fait, hein, systématiquement. Enfin, on le voit avec Elon Musk. Alors bon, lui, il a une manière un peu particulière d'avoir des enfants, mais je crois qu'il en est déjà à 7 ou 8. Et c'est vrai que c'est quelque chose que dès qu'on voit des milliardaires ou bien des gens qui ont vraiment très 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 bien réussi, alors soit parce qu'ils ont l'argent, les moyens de divorcer et puis d'avoir plusieurs lits, etc., soit pour d'autres raisons, ils ont souvent beaucoup plus d'enfants. Hein. Voilà pour la Ouais, démographie. ouais, bah, moi je suis vraiment d'accord avec ça, avec le fait que c'est le nerf de la guerre. Mais je suis curieux de ne pas voir plus de pays se préoccuper de ça et trouver des solutions en fait. Peut-être que ça viendra d'ailleurs, hein, ce sera pas politique. L'ambiance actuelle est à la décroissance. Hein. L'homme est un cancer pour la planète, pour l'environnement. C'est ces Ouais. discours diaboliques, démoniaques qu'on entend et qui n'incitent pas à l'augmentation de la fécondité. Hein. N'encourage pas du tout. Oui, ça c'est vrai, mais bon, souvent ce que je me dis c'est que de toute façon, enfin, si ces gens ils veulent pas avoir d'enfants, etc., ils s'éliminent eux-mêmes à long terme, enfin à court terme, et donc bon, ça laisse de la place à ceux qui veulent bien jouer le jeu en fait. Hein.
Donc Oui, c'est oui, pas plus. évidemment. Évidemment, c'est une Si, sélection. si ces gens ont une idéologie mortifère, ben voilà, ils en meurent. C'est très simple. Ouais. Non, c'est à propos de mourir, je fais un peu une transition. C'est un sujet dont je voulais parler depuis quelques temps. Euh, Au sujet de la pression qu'on voit aujourd'hui autour des automobiles pour réduire, pour empêcher les gens d'avoir des automobiles ou alors pour préserver la planète, etc. Alors il y a deux grands points dont on parle. Il y a d'abord la réduction du CO2. Alors le CO2, c'est vrai que ça fait un peu partie des nouvelles religions dont on parlait il y a quelques temps parce que c'est quelque chose d'invisible, tout le monde est conscient de ça, mais ça se mesure pas, il n'y a pas vraiment d'effet sur la santé directe du CO2 ni rien, mais bon, c'est devenu un outil de mesure très très important. Mais évidemment, il y a d'autres, bon, dans la pollution, il y a d'autres choses qui sont des vraies pollutions, enfin qui ont effectivement euh, des, des effets visibles, et on parle souvent des particules fines. Et donc ces particules fines, on essaie de se battre contre elles et puis surtout on essaie aussi d'être plus économe en fait avec les voitures donc d'avoir des voitures qui consomment moins. Et alors ce que j'ai découvert et sans doute tu, tu- ça va te dire quelque chose aussi, c'est que si tu veux que ta voiture émette moins de CO2 et puis qu'elle consomme moins, tu vas avoir donc un premier système, par exemple, pour aider la voiture à mieux brûler son pétrole. C'est l'injection directe qui donc permet de baisser la consommation. Mais en contrepartie, en fait, ça va créer des effets indésirables, notamment avec plus d'émissions de particules fines. Et on voit exactement la même chose avec les filtres à particules qu'on a mis sur les voitures. Alors d'abord les voitures diesel, et maintenant on est en train de les mettre aussi sur les voitures à essence, qui donc en fait s'attachent à certaines grosses particules et en fait libèrent d'autres particules beaucoup plus fines qui elles pénètrent beaucoup plus facilement dans les poumons. Et alors donc il y a toute cette infrastructure, enfin tout ce système de normes qui s'est mis autour de ça. Mais et donc ça vise surtout les moteurs thermiques à essence et diesel pour essayer de réduire l'émission de particules fines. Mais j'ai découvert une étude complètement incroyable qui explique que euh, donc ça a été publié par un organisme britannique qui s'appelle Emissions Analytics en 2022 et qui explique qu'en fait les émissions de particules fines venant des moteurs est en réalité complètement négligeable par rapport à ce qu'émettent les pneumatiques. En fait, la gomme qui s'use et puis aussi les poussières qui sont soulevées par tout ça. Et ils ont fait des essais sur une Mercedes classée récente. Et alors, en conduite normale, les pneumatiques émettent 1850 fois plus de particules fines que ce qu'on peut relever au niveau de la sortie du pot d'échappement. Donc conduite normale, hein. Et donc évidemment tout ça est proportionnel au poids de la voiture, hein. Plus la voiture est lourde, plus en fait elle va user de pneumatiques, etc., hein. Donc deuxième étude, deuxième analyse sur la même Mercedes classe C, conduite agressive. On est à 280 000 fois. Donc juste avant on était à 1850, là on est à 280 000 fois plus d'émissions que ce qu'on pourrait imputer au moteur. Et donc en fait, on est en train de... Alors oui, il y a, donc, on remarque quand même que le poids des voitures a considérablement augmenté. Toutes les Surtout les voitures générations électriques. Les voitures et électriques sont beaucoup surtout plus les lourdes. voitures qui sont en moyenne 25% plus lourdes. Donc tout ça ne va que en s'accélérant.
Mais déjà, il y a aussi une tendance à ce que les voitures soient de plus en plus lourdes. Alors, il y a peut-être 20 ans, il y avait une mode pour des voitures extrêmement légères, etc., pour essayer d'économiser de l'essence, enfin, de consommer moins, aujourd'hui, c'est un peu perdu. Et alors, j'ai vu, par exemple, une BMW série 5. Je crois que la première, elle devait peser 950 kilos. Donc, c'était, je crois, dans les années 70. Et aujourd'hui, le modèle de base, alors ils essaient de réduire le poids, mais je crois qu'il pèse facilement 1800. Le Euh, double. voilà. Et puis en fait, à chaque fois, il faut ajouter, si la voiture elle est 4 roues motrices, ce qui commence à être le cas de beaucoup de voitures, alors ça rajoute. Si elle a, je sais pas, les suspensions pneumatiques, si elle a un toit ouvrant sur le toit, bah, bam, ça ajoute, etc., etc. Sans compter évidemment le fait que de plus en plus de personnes roulent dans des SUV qui sont très lourds aussi. Et puis, en fait, les voitures, donc on parle de à la fois le poids, mais à la fois le type de conduite. Et donc, ça nous amène habilement aux voitures électriques qui ne sont peut-être pas des voitures qui ont une vitesse maximale très élevée, mais qui ont cette particularité d'accélérer très fort, très vite. Et donc aujourd'hui, la moindre voiture électrique, on peut faire des démarrages extrêmement rapides. Et donc en fait, ça va à la fois, elles sont beaucoup plus lourdes, à la fois elles vont inciter les gens par justement leur qualité de conduite à accélérer vite au feu. Et en réalité, on va se retrouver avec un problème de particules fines qui est encore pire qu'avant. Et je trouve ça vraiment incroyable, ces histoires, le fait qu'il n'y ait pas plus de préoccupations autour du poids des voitures, d'essayer de réduire au maximum, d'avoir évidemment des voitures un peu low-tech, quoi, avec peut-être un peu moins de fonctions. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup. Alors, je parle pas de toutes les aides. Alors, des raisons pour lesquelles les voitures ont grossi, c'est parce que en fait, il y a des espaces de compression en cas d'accident, il y a des systèmes d'airbag, etc. Il y a tout un tas de choses qui, je pense, sont malgré tout, enfin peut-être valent la peine d'avoir une voiture plus lourde pour justement pouvoir protéger les gens qui sont à l'intérieur. Mais il y aurait peut-être quelque chose à faire, en fait, et essayer peut-être de pénaliser les gens, enfin, je sais pas exactement ce qui serait possible, hein, mais enfin, on remarque aussi une tendance avec les voitures de plus en plus grandes. Évidemment, on a envie d'avoir des roues qui sont aussi de plus en plus, enfin, des jantes qui sont de plus en plus grandes pour pouvoir euh, comment dire, habiller l'espace qui est là où sont les roues, en fait. Sinon, quand on a des gens toutes petites, ça fait un effet bizarre. Et donc, en fait, il y a vraiment une surenchère qui est complètement dingue à notre époque. Et je me demande, en fait, dans quelle direction ça va aller. Oui, mais là, tu supposes que les particules fines sont un problème. Mais je pense que ça s'est avéré, non? Enfin, c'est la manière dont J'ai lu justement, c'est bête, je crois que je vais pas réussir à mettre la main dessus, et donc on ne pourra ouais. pas le mettre en commentaire. Mais j'ai lu un article tout récent qui faisait le point sur ces histoires de particules fines, et en concluant que c'était de la vaste blague. Ah, aussi. Ah, oui. Parce qu'en fait, tu sais, dans nos maisons, dès que tu allumes une bougie, Oui. tu peux Ça, te plaindre, tu peux rouler en voiture électrique pour pas polluer pour la respirer, pour respirer de l'air pur, mais alors chez toi, tu allumes une bougie parfumée ouais. qui va produire des suies qui sont ce genre de particules que tu vas respirer. Ou des tas d'autres problèmes de pollution intérieure. Euh, euh, je ne sais plus pourquoi, quel était l'argument de cœur, mais la conclusion, qui était tout à fait solide à mes yeux, c'était que les particules fines, c'était de la blague. Ça n'avait aucun intérêt. Alors, Tu sais, on dit une chose, hein, il y a 78 000 morts à la pollution automobile dans l'OCDE, dont 40 000 en France. C'est un chiffre en France, hein, c'est 40 000 morts. Je l'ai vu d'ailleurs, il y a un pont
sur une autoroute en allant sur l'A1, soit en quittant l'île, soit en rentrant dans l'île. Il y a un pont comme ça sur lequel il y a des gens qui ont tagué la bagnole égale 40 000 morts par an, pollution automobile égale 40 000 morts par an. C'est un chiffre qui a été pondu par des gens qui ont vraiment fait des extrapolations qui Ouais. ne valent rien scientifiquement. Et donc ce chiffre de 40 000 morts par an dû à la pollution automobile est très souvent, pollution de l'air, donc automobile, puisqu'il n'y a plus d'industrie ou quasiment, il est très courant. Or, le C2 dit qu'il y a 78 000 morts, ou l'OMS, je sais pas. Non, mais on ne sait pas de quoi on parle en fait, dans ces histoires-là. Bah Il alors, n'y a rien, y a rien de solide. C'est comme les histoires de disparition des papillons et des insectes. Les chiffres qui sont annoncés ne tiennent absolument pas la route. Ils reposent sur des études débiles. Euh, enfin bref, on pourra en parler oui, plus alors tard. je veux bien croire effectivement que les études soient pas ultra solides ou du moins en fait elles tirent des conclusions alors que la réalité est plus compliquée. Néanmoins, je veux bien croire que le fait de cuisiner au feu de bois chez soi soit moins bon pour la santé que d'avoir un autre type de cuisinière un peu plus moderne. Je veux bien croire que la qualité de l'air en France se soit pas mal dégradée depuis on commence à subventionner tous les systèmes de chauffage à bois. Enfin, qu'en fait, c'est un peu comme un retour en arrière, c'est-à-dire que en fait, le chauffage au fioul, même s'il n'est pas extrêmement attirant, il n'est pas désirable et qu'évidemment le feu de bois, ça fait plus plaisir. Je pense qu'en termes d'efficacité et sans doute de propreté, je veux bien croire que ça soit un progrès. Et donc, par conséquent, oui, non, j'imagine bien que ces particules fines doivent avoir quelque chose. Enfin, Je vais essayer de te retrouver, je vais essayer de te retrouver cet article. Je dois l'avoir dans mes likes sur Twitter. Ça date un peu malheureusement, mais je vais essayer de remonter et de le retrouver. C'est très, ça m'intéresse. ouais, c'est vraiment, j'avais déjà lu des choses. Ça m'a toujours paru bizarre ces histoires de particules fines. Surtout parce qu'en fait, à chaque fois, tu sais, on, on casse le thermomètre en fait. Euh, on s'est occupé des particules jusqu'à 10 microns. Et puis une fois qu'on les avait quasiment Oui, toutes éliminées, on est passé aux particules de 5 microns et toujours en poussant des hurlements sur la pollution de l'air. Parce que désormais on mesurait celles de 5 microns. Et puis ensuite, les celles de 5 microns, elles sont quasiment toutes disparues. Maintenant, c'est les 2,5 microns. Je crois que c'est celle-là dont on parlait en ce moment. 2,5 microns. Euh, enfin bref, déjà ça me oui. paraissait suspect, et puis j'ai lu, donc je suis tombé sur cette explication là récente sur les. Bon, il faudrait regarder, mais puis l'histoire des 40 000 morts de Oui. la pollution de l'air en France, qui sont. Ouais. Ouais, Mais bon, cela dit, mais si c'est plus vrai, largement, ouais. si c'est vrai, ce que tu dis sur la pollution sur les conséquences des pneus, et c'est très intéressant, bien sûr. J'avais jamais vu ça. Il n'y a pas seulement les pneus, je crois, il y a également les plaquettes de frein, hein. Il y a les poussières produites par Oui. l'usure des plaquettes de frein, qui Ouais. sont également dégoûtantes. On le sait à cause de ça, j'en avais entendu parler à cause de la pollution de l'air dans le métro à Paris, à cause des freins des métros et des pneus Ah oui. également. Oui, Ouais. parce que c'est Où un l'air dans le métro est environnement vraiment clos. très, ouais, vraiment, vraiment dégueulasse. L'air est très Ouais. pollué dans le métro. Et Enfin, l'histoire des bougies, si c'est de la pollution, hein. et l'histoire des bougies qui polluent, ça je le sais parce qu'on a un aérateur Dyson là à la maison. Et je me souviens que je l'avais mis, bon, je l'utilise pas vraiment, mais bah, pour purifier l'air, je l'avais mis dans mon bureau et j'avais simultanément, je l'avais mis en mode automatique pour qu'il détecte les particules. Et simultanément, j'avais allumé une bougie et d'un coup, il a commencé à entrer en mode panique. Il tournait à plein pot pour essayer de purifier l'air. Je me suis dit, ah oui, ça doit être ça, c'est la Quand tu fais, bougie qui... quand tu fais brûler un toast, quand tu fais brûler un toast chez toi, c'est pareil, quoi. Ouais, Quand tu fais rôtir de la viande, quand tu passes un gratin et qui commence à bien gratiner, là, c'est pareil. Tout ça, c'est des fumées réaction de qui sont à la Maillard, maison. ouais. Et donc, bon, les systèmes de ventilation, enfin quand même, ça reste. Il y a un moment où ça rentre dans les poumons, on respire. Ouais, ouais.
Ouais, Alors je suis assez. je suis curieux de savoir comment est-ce que ces choses-là vont évoluer avec ces histoires de batterie. J'ai rencontré un ingénieur belge anversois qui travaille beaucoup sur les super caps, donc les batteries super capacitors, qui sont donc pas les batteries lithium-ion qu'on a aujourd'hui, mais qui sont celles au graphène notamment et qui peuvent se recharger beaucoup plus vite. Et donc en fait, au lieu de mettre dans une voiture un pack de batterie qui est bon pour disons 500 km, tu peux mettre en fait un pack pour 200 km qui va être beaucoup plus léger. Mais si tu peux le recharger en 2-3 minutes, mais en fait tu compenses et donc t'as des Ah, voitures qui vont se balader avec moins de poids. Donc ça pourrait être aussi un peu ça pourrait être une solution. Mais bon, enfin, après, j'ai l'impression que le problème de la voiture électrique, c'est même pas vraiment l'autonomie, c'est plus d'avoir l'infrastructure solide pour charger. Et j'ai l'impression que c'est un problème qui, depuis qu'on a inventé la voiture électrique, c'est-à-dire depuis 130 ans, n'est pas vraiment en train de se résoudre, enfin, pas de façon significative. Donc ça va être intéressant. j'étais aux États-Unis la semaine dernière, et puis il y a 15, il Ouais. y a 15 jours, bah, les voitures électriques là-bas, t'en vois quelques-unes, mais alors, ça n'a rien c'est loin, loin, loin d'être, euh, d'être aussi diffusé que chez nous, hein. Vraiment, Ah oui. en Angleterre, il y en a beaucoup. Euh, En France, ça commence à venir. Mais alors, aux États-Unis, c'est tout à fait anecdotique. D'autant plus que les États-Unis, c'est un pays de- d'habitat individuel, très souvent. Pas à New York, mais bon, ailleurs. Et donc, où c'est plus Ouais, facile ils ont d'avoir une les infrastructure, possibilités de. des Ouais. possibilités de recharge. Tu peux recharger chez toi. Parce que quand tu habites dans Ouais. un immeuble à Paris, tu auras beau remplir la rue de, euh, de bornes de recharge, tu ne pourras pas satisfaire les besoins. Dans les grandes villes, dès qu'il y a des immeubles, alors Ouais. la population mondiale aujourd'hui est urbaine je sais pas, dans les grands centres urbains à 50, enfin 50%, Ouais. 80% urbains tout court, mais dans les grands centres avec des habitats collectifs, ça doit bien être Et puis 50, les 50%. Américains, ils ont beaucoup enfin, comme ils font beaucoup de voitures, ils ont peut-être aussi des trajets assez réguliers qui font que ça marche assez bien avec une voiture électrique parce que c'est assez prévisible Mais il y a très peu de tous voitures tous électriques, les hein. jours. Il y en a très Mais il y en peu, a hein. très peu malgré tout. Ouais. J'en ai vu très peu sur les routes, hein. Vraiment. C'est que c'est que du pick-up géant, du pick-up tank, là, comme on en avait loué. Enfin, j'avais loué une voiture chez Avis à l'aéroport et j'avais loué une Corolla, enfin une petite voiture. Et puis Avis nous a donné bah, tenez, prenez pour le même prix, vous avez un char d'assaut Ford Everest, un truc énorme, très amusant à conduire, très agréable, hein, avec un énorme moteur qui réagissait très bien, mais pas la petite, c'était pas la Toyota Corolla que j'avais réservée. C'est incroyable que c'est devenu, que ce soit devenu vraiment pour eux le fait d'avoir un camion, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, de truck. Ouais. C'est que ça soit vraiment devenu un mode de vie. C'est vraiment étonnant Et parce qu'en dans les fait tout villes, ce que hein, dans les villes aussi, ouais, hein, c'était à Washington, à New York il y avait les mêmes. C'était pas dans la campagne du Midwest, hein. C'était en ouais. Virginie, dans le Maryland, Et puis New York. et la plupart du temps aussi ce sont des voitures qui ont 5 places en fait, donc c'est pas particulièrement pour des gens qui ont beaucoup d'enfants. Non, en plus. Ouais. Ouais, ils sont curieux. Et t'as d'autres impressions sur les États-Unis à part le fait que l'électrique soit pas très diffusé? Euh, Tu sais, on baigne beaucoup dans les débats, euh, dans dans les guerres culturelles et intellectuelles américaines, Oui. par ce qu'on lit, ce qu'on écoute sur YouTube, ce qu'on voit sur Twitter, etc. Et quand on est, alors bon, j'ai pas passé de temps avec des Américains, mais il m'a pas semblé que, enfin, je les ai trouvés normaux, quoi. À peu près. J'ai pas vu de, euh, j'ai pas vu d'extravagants comme on peut comme ils sont, dont on fait la publicité très souvent, tu sais, Ouais. les transsexuels, des choses comme ça. C'est peut-être un phénomène qui est réel hein, et puissant, mais ça ne frappe pas quand on est là-bas, hein. Euh, Moi, j'en ai vu un aujourd'hui à Berne, sur le quai du train.
il était habillé en bébé. C'était un homme de 25 ans. Il suçait une tétine et puis il marchait un peu comme s'il était dans un monde d'enfants. Enfin, vous voyez et je crois que peut-être il devait porter un casque avec des oreilles en fourrure ou un truc comme ça. Enfin, il était vraiment dans un autre monde. Et donc lui, je pense qu'il voulait assumer le fait que son identité, c'était pas un homme de 25 ans, mais c'était un enfant de 1 an et demi. Et il revendiquait. Si, ce qui m'a frappé, mais qui frappe toujours les Européens qui vont aux États-Unis, c'est qu'ils sont gros. C'est le nombre d'obèses. Et ça m'a d'autant plus frappé quand je suis revenu à Charles de Gaulle et que j'attendais le TGV à la gare de l'aéroport Charles de Gaulle. Et là, il y avait plein de touristes français qui rentraient de vacances et qui étaient Mhm. tous minces, tous. Alors bon, il faut faire attention il y a un lien entre la classe sociale et l'obésité, hein. Donc peut-être qu'aux États-Unis, euh, voilà, j'ai pas vu des échantillons de population comparables à ceux que je voyais dans la gare de l'aéroport de Roissy, qui sont certainement des gens qui peuvent se payer des voyages internationaux. Enfin, aujourd'hui, c'est très courant, mais disons individuels, disons des voyages Ouais. internationaux individuels et qui donc voilà, sont d'un milieu social ou culturel qui les protège de l'obésité. Mais en tout cas, voilà, le contraste était frappant. Voilà, j'ai pas vu un gros parmi les deux ou trois, ouais, les 400 ou 1000 personnes qui attendaient des trains là, à Charles de Gaulle, par rapport à ceux que je voyais, à ceux que j'ai vus aux États-Unis dans les aéroports, hein. C'était- Est-ce que tu dirais que les États-Unis sont un pays développé? Ah oui, bah, Oui. mais rien qu'à cause des salaires. J'ai appris ce que coûte parce qu'on est on était à New York donc ça c'était il y a 15 jours, Washington la semaine dernière, New York il y a 3 semaines. Et on était à New York pour envisager une installation de notre entreprise, d'ouvrir une filiale aux États-Unis. Et on était avec Business France, donc cet organisme semi-public français qui accompagne les entreprises françaises à l'export, qui veulent s'installer à l'étranger. Et ils nous ont donné les prix un ingénieur sortant d'école, euh, d'une bonne école d'ingénieur à New York. C'est 120 000 dollars le salaire. Ouais. 120 000. Ça, c'est ce que reçoit le salarié. Plus 30% d'assurance maladie payée par l'entreprise. En France, un polytechnicien, il ne gagne pas ça en sortant d'école, hein. Il est à, je sais pas, il est à combien aujourd'hui? 45 ou 50 000 euros en sortant d'école. Ouais. 120 000 dollars. Donc les salaires, donc la productivité des salariés américains est gigantesque, puisqu'on est capable de les payer aussi cher. La productivité est très élevée. Et Donc tu penses, oui, c'est un pays très développé, très riche, dans lequel les gens... Alors, les niveaux de vie à New York est évidemment tout à fait étalé. C'est comme en Suisse, quoi. Les salaires en Suisse sont très élevés, mais le niveau de vie est très élevé aussi. Ça coûte cher. On est obligé de payer cher ces gens-là parce que tout coûte cher. Mais enfin, quand même, ça te donne une échelle par rapport au reste du monde, par rapport à la France. Puis j'ai vu des courbes sur le salaire moyen par habitant, enfin, pardon, le PIB par habitant aux États-Unis aujourd'hui, c'est 70 000 ou 75 000 dollars. En Suisse, c'est 95 000 dollars. En France, c'est 45, je crois, quelque chose comme ça, hein. Et en 1980, on était tous à peu près à la même. Les États-Unis étaient un peu plus élevés déjà. Enfin, la Suisse et la France avaient le même niveau de vie en 1980. ouais, Donc ouais. oui, les États-Unis, comme la Suisse, sont des pays très riches, très développés. Parce qu'en Pourquoi fait, moi, ouais, la c'est raison pour laquelle paradoxal, je quoi. dis ça, alors, ouais, c'est paradoxal, je fais exprès de formuler ainsi, parce que moi, alors, j'entends ce que tu dis, et c'est vrai que, euh, je dirais que dans beaucoup de domaines, les salaires aux États-Unis sont plus élevés qu'en Suisse. Et, mais malgré tout, quand je vois la vie là-bas, je peux pas m'empêcher de trouver que c'est pas digne d'un pays développé en fait. Alors bon, peut-être que c'est notre perspective européenne où on a un plus petit territoire à soigner, etc. Mais l'état des routes, euh, la manière dont les gens vivent, même à Manhattan, c'est-à-dire
les ordures, le fait que les rues même dans les Non, quartiers les plus riches, non, soient vraiment très sales. absolument pas. Absolument pas. Tu l'as pas senti? J'étais à Upper East Side à Manhattan, donc le quartier le plus huppé. Ouais, C'est là que j'avais mon logement. Ah non, hein, franchement, hein, c'était impeccable. Impeccable. ok. Bon, tu te Ah, déplaçais de. Alors attention, à New York, tu faisais 20 blocs vers le nord quand on prenait un taxi pour retourner à l'aéroport, euh, ou pour aller à Long Island, c'est un rendez-vous qu'on avait. Bon, là, c'était des quartiers délabrés, des quartiers pauvres ouais. de Manhattan. Mais Mais t'as pas été, les enfin, quartiers du centre de Manhattan, c'est impeccable. la- tu Impeccable. trouves pas que la qualité de la construction est vraiment mauvaise, que Alors ça, même c'est dans autre les trucs chose. réputés les mieux, t'es en fait, Oui, c'est mais vraiment en carton. ouais, bah, alors ça dépend. Pas dans New York même, pas à Georgetown, à Washington. euh, non. Alors oui, l'habitat aux États-Unis, alors attention, il y a une façon très différente de construire. Tu sais, quand il y a une tornade aux Ouais, États-Unis, toutes les maisons sont abattues parce qu'elles sont en bois. Elles sont ouais. ça coûte très facile à reconstruire, c'est très fragile. Et peut-être qu'elles sont en bois parce que c'est des endroits où il y a des catastrophes naturelles de ce genre-là beaucoup plus fréquentes que chez nous. Et donc c'est moins coûteux finalement que de construire une bonne toiture bien solide et puis qui va quand même se faire arracher par une tornade. Ça c'est peut-être un argument. Les routes, j'ai absolument pas trouvé que les infrastructures Ah oui? étaient en mauvais état. J'ai pris le métro pour aller du centre de Washington à Dallas, l'aéroport. C'est 45 minutes de métro impeccable, extrêmement propre. Alors peut-être que Vraiment. Washington Euh, c'est mais particulier. non, Enfin, non, c'est pas particulier. Washington est une ville très pauvre. Washington, c'est une ville qui est 50% de population noire. Alors, c'est pas ce qu'on oui, voit c'est vrai. dans le cœur du Autour, pouvoir. ouais. Oui, autour, mais c'est pas New York, hein, c'est pas Upper East Side, hein, c'est pas Manhattan, hein, c'est pas du tout c'est un endroit où vivre qui paraît assez prospère, mais en fait qui est, qui est, qui est composé surtout de fonctionnaires et puis d'entreprises qui bossent pour l'État fédéral. Ouais. Washington. À Manhattan, c'est de la vraie économie. Et Mm. ça, et c'est très prospère, extrêmement prospère. Donc, les infrastructures, ça m'a pas frappé. La bouffe est dégueulasse. Alors ça, ok. À Manhattan, si tu veux manger correctement, il faut aller dans un restaurant français. Il y en a plein. Mais t'en as avec le vin, t'en as pour 150 à 200 dollars par personne, quoi, pour manger correctement. Et encore, tu prends pas d'entrée, hein. Tu prends Ouais. plat dessert. De toute façon, il ne faut pas prendre d'entrée aux États-Unis, parce que sinon c'est toujours trop abondant. Mais sinon, le McDo, j'ai mangé très rapidement à côté de Times Square et je suis entré dans un McDonald's parce que ça m'était familier. Oh là là là, grosse J'en ai eu erreur. à deux, on en a eu pour. Bah non, c'était le même qu'en Ah, France, on en a eu pour 20 le dollars. même qu'en France? Ah, ok. Ouais, Parce que ouais, c'était justement, 20 à 25 dollars, c'était pareil qu'en France. ok. Parce que moi, Aussi pas justement, bon. mon expérience aux États-Unis, c'est que le McDonald's est pratiquement deux crans en dessous de la France. C'est-à-dire qu'en France, c'est encore acceptable, mais alors aux États-Unis, c'est immangeable. Et c'est pas, en fait, ils sont pas sur le même créneau, sur les mêmes gammes de prix, Oui. ils visent pas la même audience. Alors peut-être que ça a évolué. En fait, mes souvenirs, c'était en Californie, mais alors de l'autre côté du Yosemite, là, c'était à Bishop, qui est donc en fait sur la route entre Las Vegas et San Francisco, si on essaie de tracer une droite. Et c'était vraiment, enfin, j'avais l'impression de revenir dans les années 90 en France, tel qu'était le McDonald's en fait, alors qu'aujourd'hui c'est devenu vraiment, euh, ben, c'est extrêmement soigné, et puis la qualité a énormément augmenté, je trouve. Et non, moi j'ai pas du tout trouvé ça. Alors moi New York, les deux dernières fois que j'y étais, c'était en hiver, enfin en janvier, février, et à chaque fois c'était mais les chaussées mais complètement déglinguées. Je me souviens d'un tunnel là entre l'aéroport de dans le New Jersey, Newark. Newark. Newark, c'est ça. J'avais pris un taxi jusqu'à Manhattan et j'avais l'impression de passer enfin, dans un, ça me rappelait en fait les routes en Russie, pour te dire, vraiment.
Mais pas de route en C'était Russie. Dans la campagne, et dans la campagne, il n'y a pas de route. en Russie. Oui, dans la Ah oui, campagne, il n'y a pas de route. non, mais enfin, justement, dans ces campagnes où t'as des trous partout, les aéroports, mais même que ce soit JFK qui est censé être meilleur à chaque fois, c'est dégueulasse à l'intérieur. Enfin, et puis c'est dans ces beaux quartiers, le fait que ça soit complètement négligé et qu'en fait les gens, alors moi l'interprétation que j'ai pour les beaux quartiers de New York que j'ai vus, c'est que en fait ils investissent jusque à la porte peut-être de leur entrée, enfin de l'immeuble, s'ils partagent l'immeuble ou de leur maison, si c'est une maison dans le, comment ça s'appelle, le quartier de, il y a cette maison là dans le Soho, c'est ça? Et, Greenwich. et Greenwich Village, et puis, et ils investissent juste dans leur maison, éventuellement, et encore, puisque c'est pas tellement bonne qualité, et tout le reste, ils s'en fichent complètement, et c'est ça qui me, enfin, je sais pas, moi ça, en réalité, t'as peut-être pas ça, mais aussi à cause de la nourriture, être aux États-Unis, ça me dégoûte. Et les endroits qui généralement me dégoûtent, bah, les pays sous-développés en fait. Si je vais en Allemagne, si je vais au Mexique, oui, ça effectivement, là, En Allemagne je et suis en plutôt Autriche, ça doit te dégoûté. dégoûter. En Allemagne et en Autriche, Alors, ça doit te dégoûter parce que la bouffe est dégueulasse. oui, mais je suis pas. En fait, alors oui, c'est vrai, et c'est de mauvais goût, donc ça, c'est un peu dégoûtant. Mais il y a quand même un certain niveau qui fait Il y a un art de que, vivre. en dehors de la nourriture, eh bien, je me sens bien. En fait, j'ai pas peur de me mettre dans un lit, etc. Et aux États-Unis, à nouveau, c'est toujours une question de prix, hein, mais j'ai l'impression que ça les vaut vraiment pas. À moins de payer 200 et même $300 la nuit, eh bien, tu vas vraiment être dans un taudis et je trouve pas que ce soit vraiment Ouais. un signe de développement, en fait. Et donc, c'est pour ça que euh, peut-être le seul endroit, toi tu parlais de l'Upper East Side, moi j'ai pas du tout été impressionné par l'Upper East Side. Le seul endroit que j'ai trouvé vraiment correct, c'était Palm Beach. Mais c'est impayable, Palm Beach. C'est vraiment le top du top. Et on parle même pas de Los Angeles. Alors peut-être qu'il y a certains coins de Beverly Hills qui sont sympas, mais Santa Monica et encore pire Venice Beach, c'est vraiment. On ajoute à ça évidemment tous les gens complètement tarés qui habitent. C'est 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 l'enfer, c'est l'enfer. Et je pense il y a une vraie économie en Californie qui fait que ça se maintient, mais je comprends pas autrement leur système en fait. C'est vraiment pour moi quelque chose de curieux en fait, parce qu'on a beau bien les connaître ces Américains, je sais pas, ça se tient pas. Oui, j'ai pas eu cette impression, sans doute parce que j'étais dans des endroits très convenables. Mais bon, je me suis promené dans toute la ville Oui, mais si t'as pris le métro, t'as bien j'ai dû pas pris le voir. métro à New York. J'ai pas pris le métro à New York. J'ai pris à Ah, Washington. pardon. J'ai pris à Ok. Washington, mais bon, à Washington, c'était tout à fait, c'est très bien, hein, le métro. Euh, Pas aucune bien meilleure expérience qu'en France, hein. Ouais. Il est plus petit, J'avais effectivement. été frappé en prenant le train entre Baltimore et New York le long du train, le nombre de maisons mais complètement abandonnées, en ruine en fait, qui sont tout le long. Alors peut-être que évidemment Philadelphie, ces autres endroits sont pas prospères, etc. Mais rien que le fait qu'il y ait des choses comme ça qui existent, euh, voilà, la seule chose qui m'évoque un peu ça, c'est peut-être certains coins de l'Espagne où il y a eu une crise de l'immobilier, où les gens avaient beaucoup trop construit. Mais en France, à part peut-être certains quartiers, en Angleterre, certaines villes complètement désaffectées de le Black Country, et puis les anciennes régions minières, où on va peut-être avoir des endroits où on peut effectivement acheter une maison pour 5000 livres parce que personne n'en veut et elles sont complètement inhabitées. Là-bas, aux États-Unis, c'est vraiment courant en fait. On en voit beaucoup et c'est
incroyable qui soient organisés comme ça. Et ce qui m'incite aussi à dire qu'ils sont sous-développés, c'est parce que justement il y a cet écart énorme entre les pauvres et les riches que généralement on voit moins dans les pays qui sont développés. Enfin, certainement pas en Il y a Suisse. un problème. Là où je te donnerais raison, c'est dans l'espérance de vie, hein. Ah oui, oui, L'espérance de oui, vie c'est aux ça. États-unis est très faible, hein, Et en le moyenne, fait hein. qu'ils soient tous, qu'ils soient largement malades et largement obèses, c'est aussi quoi, un signe très inquiétant. L'autre pays qui est comme ça, c'est le Mexique. Et alors peut-être qu'ils sont en croissance, mais bon, ça reste quand même un pays qui fait pas vraiment envie, hein. Non, vraiment, les États-Unis, je comprends pas. Ils savent se réinventer, ça c'est clair, et puis ils savent laisser couper les branches qui sont mortes, etc., laisser les gens pourrir, enfin, et puis se réinventer. Mais en dehors de ça, pour essayer de créer un environnement sympa chez eux, à moins de créer une gated community, là, les endroits fermés, moi je suis sûr qu'habiter à Salt Lake City, ou dans ces endroits où il y a des Mormons ou des gens qui ont tous les mêmes valeurs, etc., ça doit être vachement sympa, hein. Parce qu'on peut vivre dans des maisons gigantesques pour pas grand-chose, tu dois avoir une organisation de communauté très très agréable, je sais, parce que ma femme suit Instagrammeuses mormones, et c'est incroyable la, la, la richesse de ces gens, le luxe dans lequel ils vivent, et ils ont enfin, et comme tu dis, ils arrivent à des niveaux de richesse, enfin d'aisance qui sont impressionnants, et donc effectivement leur vie est très agréable. Mais pour le reste, je sais pas, Ah, je en tout t'emmènerai cas, à Upper East Side, je te montrerai les. ok, ouais, je veux bien voir ça. Bien, bah, merci beaucoup. Je Bonne t'en soirée à prie. toi. Salut, passe une bonne Salut. soirée.